Salut les Beachbooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, à savoir mon bilan du mois de janvier. Et vous allez voir que cette année 2025 commence très bien d'un point de vue lecture pour moi, puisque le bilan est quand même très très bon. Je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai changé mes lunettes, ça me fait une tête complètement différente. Il va y avoir quelques vidéos avec mes anciennes lunettes parce qu'elles sont préfilmées, mais après vous saurez que cette tête là. Mais on voit direct que quand je suis fatiguée, voilà, je me suis pas maquillée, c'est la fin de la semaine, donc voilà, on va pas tarder à commencer puisque j'ai beaucoup de livres à vous présenter. J'ai rajouté quelques petits points à vous dire niveau stats également, donc n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format, si ces ajouts vous plaisent. Sur ce mois de janvier, j'ai lu 11 romans, à savoir 6248 pages et je suis très contente. Je m'attendais pas du tout à ce chiffre et franchement j'aurais pu même en rajouter un 12e, mais j'aurais un chouille triché. Ça valait pas forcément le coup, donc voilà, on reste à 11, donc je suis hyper contente. J'ai lu 3 audios, un numérique et le reste en papier, donc ça fait 7 à peu près normalement si mes calculs sont bons. J'ai fait que 3 achats et ça, je suis hyper fière de moi. J'aimerais essayer de faire maximum 5 achats par mois en fonction des sorties, de ce qui me tente et de toutes les précommandes que j'ai déjà. Je n'ai lu qu'un seul livre hors de ma pile à lire, mais c'est une suite de saga, donc je vous en parlerai également. Et j'ai fait 2 abandons et 3 unhauls, mais ça je vais vous les présenter justement. C'est une des nouvelles slides qu'il va y avoir parce que je trouvais que c'était intéressant de vous dire ce que j'avais abandonné également et ce que j'avais enlevé de ma pile à lire. Donc en tout ça fait 5 livres en moins. J'ai essentiellement lu du thriller, de la romantaisie et de l'historique et ma pile à lire est passée de 44 à 33, donc franchement hyper contente de ce résultat. Je pense que ça sera rarement aussi bas, enfin aussi franc, mais franchement commencer l'année comme ça, je dis oui. J'ai découvert 4 auteurices, à savoir S.M. Guettier, Laure Rollier, Shannon Malka et Antoine Renan. Mais ça, vous allez le voir. Donc je suis contente d'avoir quand même découvert pas mal de nouveaux auteurs. Voilà, j'ai très envie de m'ouvrir à de nouveaux auteurs. Donc je me suis dit que vous le dire à chaque fois, c'était intéressant. Ce mois-ci, j'ai lu 9 romans écrits par des femmes et 2 écrits par des hommes. Niveau proportion de pays, on n'est pas très bon puisque je n'ai lu que 4 livres écrits par des Français et 7 écrits par des États-Uniens. Donc voilà, mais comme je vous l'avais déjà dit lors de mon bilan, comme je lis pas mal de romantaisie aussi, bah c'est beaucoup de traductions. Donc j'essaye au maximum de lire du français, mais c'est pas toujours possible. Et ce mois-ci, je n'ai fait que 2 lectures communes, ce qui est assez peu finalement par rapport au nombre que je fais habituellement. Mais ça me va quand même. On commence par les abandons. J'ai abandonné du coup 2 livres. J'ai décidé d'abandonner Des fleurs pour Algernon de Danielle Keyes. Je l'avais mis dans ma pile à lire un nombre incalculable de fois. Je l'ai commencé et je me suis dit qu'en fait la science-fiction c'était vraiment pas pour moi et que j'avais peut-être loupé le coche. J'ai lu quand même un bon tiers et j'aimais beaucoup justement, on est dans une science-fiction où justement on demande à quelqu'un d'assez simplet et faible d'esprit de participer à un test, j'ai plus mes mots mais bref, à un test et ils vont lui mettre des cellules souches pour le rendre plus intelligent et on va le voir et le suivre alors qu'il tient un journal intime. Donc on va voir l'évolution de ses acquisitions et l'évolution de ses aptitudes et franchement ce côté là j'avais trouvé hyper chouette, mais je trouvais que c'était un peu trop rapide. J'écris pas très bien et je dois déchiffrer ce qu'il a écrit. Ah, j'écris parfaitement bien et je suis très conscient. Et en fait au bout d'un tiers, ouais, je crois que je me suis vraiment arrêtée entre un tiers et à la moitié. Je me suis demandé vers où on allait et du coup j'ai pas trop accroché et j'avais envie
j'arrivais pas à me remettre dedans et à prendre du plaisir à lire cette lecture, donc voilà, je l'ai mis de côté, mais rien que pour l'expérience, je trouve que c'est quand même chouette d'avoir cette évolution en même temps que l'évolution du personnage. Et j'ai également abandonné, c'était une lecture commune sauvage organisée par Perfect Flow. Il s'agit du premier tome de l'héritière de Jassad de Sarah Hachem qui était sorti chez Corrigan. Et là franchement je crois que j'ai lu la moitié facile et en fait je m'attachais à rien. On est sur une jeune princesse déchue qui a vu toute sa famille se faire assassiner, qui va se cacher parmi les villageois. Elle doit cacher qu'elle a des pouvoirs, elle doit cacher que c'est la princesse et qu'ils ne l'ont pas tuée parce qu'il y en a beaucoup qui veulent sa peau, et il va y avoir un des princes, un des chefs du royaume, parce qu'il y a plusieurs royaumes qui se battent un petit peu, et qui va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, que du coup c'est une Jassad et que qu'elle fait partie des Jassad, et mais je suis pas sûre qu'ils se rendent compte rapidement que c'est l'héritière. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal, je m'attachais à rien, je trouvais je trouvais pas grand intérêt, et encore une fois c'était un peu laborieux pour moi les lectures, je me forçais un petit peu, et à un moment donné, pourtant il y en a beaucoup qui ont accroché ou qui ont trouvé ça sympa mais sans plus. Mais il y en a pas beaucoup qui ont, je crois que je suis la seule à avoir abandonné, mais vraiment ça l'a pas fait pour moi. Et du coup j'ai unhaul 3 romans, dans la continuité justement de Des fleurs pour Algernon, j'ai décidé de unhaul Terminus de Tom Svetterlich, même s'il me fait très envie. Il faut bien que je me rende à l'évidence que je l'ai mis dans 10 000 piles à lire, qu'il n'est jamais sorti et que c'est pas du tout ma priorité, il n'est pas en audio ni rien, et du coup j'arriverai pas à le sortir, et la science-fiction c'est vraiment un genre qui ne me convient pas. Et c'est ok. J'ai également unhaul Postmortem de Patricia Cornwell. Après je les ai unhaul, je pense que je vais m'en débarrasser, mais si un jour j'ai envie, je les reprendrai en e-book et je les tenterai. Je me ferme pas la porte complètement, mais voilà, j'ai décidé d'unhaul aussi donc Postmortem de Patricia Cornwell, puisque c'est une saga à rallonge. Il y a à peu près un peu moins de 30 tomes qui sont déjà sortis. J'ai plein de sagas en cours. Encore une fois, je pense que je tenterai quand j'aurai peut-être un peu moins de sagas en cours, ou quand j'aurai un tome que j'ai très envie de lire. Enfin voilà, je l'écouterai peut-être en audio s'il y est. Bref, c'est vrai que le fait qu'il soit pas en audio, je pense que ça me freine aussi, mais il y a 30 tomes les gars, donc j'arriverai jamais. Et dans ma psychorigidie, on va dire que ça existe comme mot, de vouloir lire tous les tomes dans l'ordre, ça ne fonctionne pas avec moi. Et j'ai décidé de unhaul également Codex Alera, le tome 1, même si j'en entends que des bons avis, même si il me fait très envie. Je l'avais commencé il y a quelques temps et franchement j'avais pas du tout accroché. J'étais pas allée très loin mais j'avais pas accroché. Je m'attendais pas trop à ça, mais c'est pas le bon moment. Donc j'ai décidé de l'enlever de ma pile à lire, de le mettre de côté. Est-ce que je vais le vendre? Est-ce que je vais le garder de côté pour plus tard? J'en sais rien. Encore une fois, il est pas en audio, du coup c'est un peu plus compliqué aussi pour moi de le sortir, mais les couvertures me tentaient bien, et voilà, la fantasy adulte en ce moment c'est pas trop mon truc, et du coup je me fais une raison. Ce mois-ci j'ai acheté 3 romans, à savoir le dernier tome des 7 sœurs, Nuque de Momalo, et Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiseman, que j'ai trouvé d'occasion, mais vous allez vite comprendre pourquoi je me suis jetée sur ce roman, puisque j'ai lu un roman d'elle ce mois-ci et que ça a été fantastique et que j'ai envie de lire tous les romans d'elle. Ce mois-ci j'ai commencé 3 sagas, à savoir le tome 1 avec de l'empathie, le tome 1 de d'Ombre et de Couronne, à savoir Le Chant démarqué de S.M. Guettier, et le tome 1 de Erin Beatty, de sa duologie qui est de Lune et de Sang. Et je suis très contente puisque j'ai terminé 4 sagas, à savoir j'ai terminé avec Impitoyable Serment, la saga de Rebecca Ross. J'ai terminé la saga des 7 sœurs, enfin je suis très contente d'avoir terminé cette saga. J'ai terminé également la saga des dernières heures de Cassandra Clare. Hyper contente encore d'avoir lu un roman des Shadowhunter Chronicles, mais ça je vous le dis tout le temps. Et j'ai terminé la duologie de Erin Beatty, donc c'était aussitôt commencé, aussitôt terminé. J'ai enchaîné les 2 tomes, donc je vous en parlerai.
J'ai continué une saga avec Nuke de Momalo. Voilà, c'est une saga où je me suis posé la question, savoir si je l'abandonnais ou pas. Et la réponse est oui, je décide d'abandonner puisque, je vous en reparlerai juste après, mais vraiment j'ai aimé que le tome 2 pour l'instant. Il y a un dernier tome qui est sorti, mais ce tome 3 a été un petit peu compliqué, j'ai failli le DNF. Mais je suis allée au bout et voilà, j'ai plus envie de lire de Momalo, c'est pas une plume qui me va, donc voilà, je décide d'abandonner cette saga. On va donc passer au bilan de lecture et à mes updates lecture, mes avis lecture. Ma première lecture a été Le Chant démarqué de SM Gaieté, donc c'est sorti chez Lost Kingdom, je l'ai eu à Noël par ma belle-maman, la maman de mon chéri, et franchement je suis trop contente. Cette lecture a été une bonne lecture, elle a été assez crescendo, mais je l'ai finie en voulant absolument savoir comment ça continuait et la suite de l'histoire. Dans cette histoire on suit Kasia qui est une mercenaire qui décide d'accepter des contrats pour gagner de l'argent et pouvoir aider son mentor, puisque son mentor a une très grave maladie, elle va mourir, et donc elle continue pour pouvoir l'aider au maximum, pour pouvoir essayer de trouver des remèdes, puisque dans cet univers on a deux types de personnes. On a des personnes qui sont complètement dépourvues de magie et d'autres qui sont avec de la magie qui leur est issue des dieux. Donc il y a plusieurs divinités qui auraient transmis des pouvoirs à certaines personnes. On les différencie avec des marques différentes. Et pour moi, je crois me souvenir que les marqués, ce sont ceux qui ont des pouvoirs. Et un terrible fléau, un terrible virus dissémine complètement les personnes qui n'ont pas de pouvoir. Et donc la maladie arrive et quelques jours après, ils sombrent dans la folie et ils finissent par mourir. Sauf que Cassia, donc c'est ce que a chopé la mentor de Cassia, sauf que Cassia a déjà contracté cette maladie, mais elle survit, on ne sait pas comment, mais elle survit à cette maladie, et donc elle va être un peu, elle va devoir se cacher doublement, parce qu'il faut pas trop qu'elle dise qu'elle survit. Il se passe des drôles de choses à certains moments. Donc elle va se poser pas mal de questions et en fait elle va être repérée par l'empereur roi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, par l'empereur roi, qui va lui demander son aide pour justement essayer de trouver une solution à ce virus qui dissémine tout le monde et partout, et voilà. Et donc elle va aller par vents et par vos mots, je sais toujours pas comment on dit cette expression, mais elle va aller de village en village pour essayer d'enquêter, et là il va se passer de drôles de choses. Elle va avoir de drôles de facultés, en plus elle se bat très bien et tout, et donc elle va être mise en garde par justement le garde de l'empereur roi qui lui dit qu'il faut pas trop qu'elle écoute et qu'elle fasse confiance à l'empereur roi, qu'il a ses raisons, mais qu'il faut pas trop qu'elle lui montre tout ce dont elle a connaissance et tout ce qu'elle peut faire. Bref. En gros voilà l'histoire, c'est assez complexe, il y a pas mal d'informations dans cet univers, et vraiment au départ je savais pas trop vers où on allait, c'était assez confus, c'était un peu lourd à essayer de tout comprendre, savoir où est-ce qu'on allait et tout, et j'ai trouvé que ça s'améliorait au fil des pages. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai hâte d'avoir la suite. On a forcément un Enemies to Lovers à un moment donné, et je trouve que il se construit hyper bien, il est sain. J'aime beaucoup les protagonistes, comme ils sont ensemble. Il y a pas mal de moments aussi où ils se battent, où on parle justement des divinités, où on parle un peu de la nature aussi, et franchement il y a plein d'interrogations. Alors je crois que ça va être une longue saga, puisque je crois qu'en VO il y a déjà 5 tomes, le tome 2 ne va pas tarder à sortir, voire il est déjà sorti à l'heure à laquelle je tourne. Non, il va pas tarder à sortir, je crois que l'ebook est sorti, mais le brochet n'est toujours pas sorti. Mais j'ai trop hâte de le découvrir. Ce côté un peu dieu m'a un peu fait penser à Divine Rivalité, mais il y en a un peu plus, et en fait ils ont chacun leur pouvoir bien spécifique, vraiment issu des dieux. On a pas mal de secrets. On sait que Cassia,
Elle s'appelle pas vraiment Cassia, mais on sait pas comment elle s'appelle en fonction des endroits où elle s'est enfuie et où elle s'est cachée. Elle a porté des noms différents, des statuts différents, et franchement c'est hyper envoûtant. Je trouve qu'on n'en a pas entendu assez parler de ce roman, et pourtant il vaut vraiment la hype. Moi j'ai vraiment préféré celui-là à Le Faucheur de Sorcières, ou Le Faucheur de Sorcières, c'est? Oui, Le Faucheur de Sorcières, ou à La Fortune sourit aux acharnés. Et je trouve qu'on en entend un peu plus parler. Ça, en tout cas, moi je n'ai pas vu énormément de retours, donc je vous le conseille. Et franchement, la couverture brochée est trop belle. J'aime un peu moins la reliée puisqu'il y a le personnage, enfin voilà. Mais alors la brochée, j'aime trop. En parlant de divine rivalité, j'ai lu Impitoyable Serment, donc le tome 2 de Rebecca Ross. Voilà, la beauté, franchement, je le préfère au tome 1 puisque vraiment ce bordeaux est magnifique. Donc dans cet univers, dans cette duologie, on est sur une fantaisie un peu young adulte et un peu historique, puisqu'on a tous les codes de la guerre, de la Première Guerre mondiale, où on a deux personnages, à savoir Iris et Romane. Iris est une jeune femme qui est journaliste et qui veut un peu gravir les échelons, sauf que elle a un rival qui est Romane dans son journal, et elle va décider de tout plaquer pour aller sur le front, puisqu'il y a une guerre entre deux anciens dieux qui étaient endormis, et du coup ça fait une grande guerre parmi les civils, et donc elle va décider d'être reporter de guerre. Son frère est parti à la guerre il y a quelques années, et donc elle va lui écrire des lettres avec sa machine à écrire, et en les mettant au niveau de son armoire, ces lettres disparaissent et elle reçoit des réponses d'un mystérieux jeune homme qui n'est pas son frère. Et donc dans le premier temps on va être à la quête de ces personnes-là, de la guerre, etc. Là on retourne un petit peu dans le tome 1, enfin dans la situation du tome 1, puisque Romane a perdu la mémoire et ils se sont complètement séparés physiquement, et donc elle va absolument essayer de le retrouver et de le secourir, sauf que Romane ne se souvient de rien, ne se souvient pas d'Iris, ne se souvient pas dans quel camp il était à la guerre. Il va être réutilisé par l'ennemi, et franchement j'ai vraiment préféré ce deuxième tome au premier. Je l'ai trouvé plus... Je sais pas, en fait j'ai été un peu déçue du premier tome parce que je m'attendais à autre chose. J'avais tellement entendu de très très bons avis que je me suis dit tout ça pour ça, c'est très young adulte. Je m'attendais vraiment pas à ça. Franchement je m'attendais à quelque chose un peu plus adulte, un peu plus travaillé, un peu plus dur, et en fait j'aime beaucoup l'ambiance, cette ambiance Première Guerre mondiale, machine à écrire, un peu vieillot, on le voit dans les avis des personnages et tout, cette ambiance comme ça. L'univers j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue du premier tome. J'avais bien aimé mais sans plus, et celui-là je l'ai préféré. Je trouve qu'on en apprend plus sur l'univers, je trouve qu'il se passe un peu plus de choses. On a les deux points de vue des deux personnages et ça c'est hyper chouette, mais je crois que dans le premier tome on l'avait déjà. On a des batailles, on a des alliances, on a des remises en question, et franchement cette saga est hyper chouette, cette duologie est hyper chouette. Vous attendez pas à quelque chose de très adulte et de très intelligent, enfin pas très intelligent parce que c'est intelligent, mais de très profond, de très recherché. Voilà. Si vous aimez la Première Guerre mondiale et que vous aimez la fantasy, foncez, parce que vraiment vous allez retrouver les deux. Par contre, si vous voulez quelque chose d'adulte, un peu comme fait Corrigan ou comme fait Lost Kingdom, oui, comme fait Bookmark, c'est pas vers ça qu'il faut aller, vous risquez d'être un peu déçu, c'est quand même assez young adulte. Entre le young adulte et l'adulte, peut-être new adulte, mais c'est assez young adulte quand même. J'essaye de pas trop traîner dans mes avis, puisque j'ai 11 lectures à vous présenter et que j'ai pas envie que ça dure 10 000 ans. J'ai découvert le premier tome de L'Empathie de Antoine Renan. Je l'avais rencontré à Noir-sur-Ormesson. Et c'est vrai qu'il m'avait conseillé L'Empathie puisque c'est le livre qui a le plus fonctionné, qui l'a vraiment fait connaître, et j'en avais déjà entendu parler en disant que c'était vraiment chouette et que c'était
un très bon écrivain de thriller, puisque là nous sommes dans un thriller. On suit Anthony et Marion qui sont dans la brigade de VIL. Et donc au début on va suivre deux personnes qui attaquent. Un qui prend les personnes à la sortie des ascenseurs et qui les agresse, et un autre qui se nomme lui-même Alpha, qui décide de surprendre les couples la nuit, de ligoter le mari mais de le rendre assez conscient pour qu'il soit témoin du VIL de la femme et du meurtre de la femme. Et vraiment quelque chose de très très dark et très très sombre. Et donc on va suivre cette enquête qui au premier abord n'est pas... qui est tout aussi classique, sauf que Anthony et Marion vont avoir des grands secrets. Et c'est ces secrets-là qui vont être un peu plus importants dans ce roman. On n'est pas sur un thriller, tout ce qu'il y a de plus banal et tout ce qu'il y a de plus classique dans la trame un peu, sachant qu'en plus, en fait, on n'est pas sur une résolution d'enquête vraiment, même si le début si, mais on a à un moment donné, une telle ellipse temporelle qu'on se retrouve où ils savent déjà qui c'est et ils vont le retrouver. Mais en fait, ce qui ajoute un plus à cette histoire, c'est que du coup, on a trois personnages très importants dans cette histoire, à savoir Alpha, Anthony et Marion, qui ont des terribles secrets et et du coup, on va retourner à des moments clés de cette enquête dans leur passé pour découvrir ces secrets, pour découvrir ce qu'ils ont vécu étant plus jeunes, pourquoi ils en sont venus à être là, pourquoi ils sont comme ça, sachant qu'en plus Anthony a une mère qui est avocate, et qui a l'air de s'immiscer un peu dans ces histoires, c'est-à-dire que c'est une célèbre avocate qui justement gagne quasiment tous ses procès, et en fait toutes les personnes, le premier tracker avec l'ascenseur qui coffre, elle va décider direct de le défendre, ce meurtrier, cet agresseur, et du coup il va pas trop comprendre, il va y avoir pas mal de conflits entre Anthony et sa mère, et on va avoir en fait il va y avoir plein de petites réflexions, et on se dit mais ça cache quoi derrière? Des réflexions un peu physiques, on sent qu'il y a beaucoup de rancœur d'un côté, bref, et on sent qu'il y a un truc lourd qui est derrière. On sent rapidement que Marion aussi cache quelque chose d'assez lourd, même si on le sait assez rapidement. Mais c'est tout ce côté-là, je trouve, qui est intéressant dans ce livre, plus que l'enquête en elle-même, même si l'enquête, elle est très très chouette, mais ce que je déplore un petit peu, c'est justement cette ellipse de temps qui fait que on sait pas trop comment Anthony, à un moment donné, il arrive à trouver que Alpha, c'est un tel. Je trouve que ça, c'est un peu trop bâclé, la découverte du meurtrier, pour être un peu plus dans le psychologique, dans le passé, dans ce qui s'est passé, dans pourquoi ils en sont venus à arriver à soit l'un commettre ces choses-là, soit l'autre avoir changé physiquement et mentalement, soit encore l'autre de se cacher et d'être une battante. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et c'est vrai que c'était sympa, mais je m'attendais pas à ça. J'ai pas eu le coup de cœur comme je pensais l'avoir et comme je m'attendais à avoir. Je tenterai la suite, puisqu'il y a un deuxième tome à l'empathie, c'est pour ça que je vais commencer cette saga. Donc on va resuivre Anthony sur d'autres affaires. En plus, on est typique vraiment dans la brigade spéciale pour les crimes de VIL. Et du coup voilà, je suis curieuse de savoir comment va continuer l'histoire et comment, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements sur la fin des décisions, etc. Et donc voir comment on rebondit pour la suite et qu'est-ce qu'il va y avoir qui va sortir de l'ordinaire sur la suite. Je sais pas si j'étais hyper claire, mais c'était un peu brouillon quand même. On reste sur mes achats de Noir sur Ormesson avec L'ombre du lac de Laure Rollier, qui était une lecture sympa, mais sans plus. Vraiment sans plus, ça casse pas trois pattes à un canard, vraiment.
Quand on nous dit que c'est un cozy murder glaçant, ça m'a pas glacé. Cozy murder, en fait on a l'impression d'avoir un petit crime de TF1, voilà. Vous voyez les petits téléfilms un peu l'après-midi, un peu à suspense, qui sont un peu creepy, où il y a des gens qui traquent, etc. C'est à peu près ça. Puisqu'on est dans une histoire un peu à la Souviens-toi l'été dernier. Si vous avez vu ce film, vous voyez de quoi il s'agit. On va suivre Valentine, qui est une éditrice et qui va partir, qui est tout jeune divorcée, elle a un enfant et elle va partir en montagne pour les fêtes de Noël ou pour des vacances en tout cas, et elle va rejoindre toute sa famille puisque elle a décidé de quitter tout du jour au lendemain un petit peu et d'aller à Lyon, ou je sais plus exactement dans quelle ville elle habite de base. Mais donc voilà, il y a une petite réunion de famille, tout le monde s'y retrouve pour aller skier, pour passer des vacances, et elle va commencer à recevoir, elle va recevoir un manuscrit très très étrange, très particulier, puisqu'il raconte une action qui s'est passée dans le passé justement, et qui est la raison pour laquelle elle a fui ce village. Et elle va se rendre compte également que son ancien petit ami, qui est impliqué dans ce qui s'est passé ce fameux jour qui l'a fait fuir, et également toujours dans le village. Donc elle va commencer à se rapprocher de lui pour essayer d'enquêter, voir qui est-ce qui peut être derrière ce manuscrit qui est écrit. C'est hyper détaillé, donc on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un de l'intérieur qui le dit, et donc on va aller dans une petite enquête comme ça. Vraiment, Souviens-toi l'été dernier, c'est pareil, mais 15 ans après, 15-20 ans après, ou peut-être pas autant, mais 15 ans après. Surtout que là maintenant, ils sont adultes, elle a un enfant, même si elle vient de divorcer. Sa famille, c'est un peu particulier, on a vraiment le patriarche, je crois que sa mère n'est plus là, son frère et sa belle-sœur, c'est un petit peu particulier, bref. Il y a une situation un petit peu particulière, ils acceptent pas forcément le divorce également, du coup voilà, une ambiance un peu particulière. Ma belle-mère l'avait lu justement, puisque j'étais à Noir-sur-Ormesson avec elle, et elle l'avait lu avant, et elle m'a dit ouais franchement tu vas voir, c'est pas incroyable. Elle lit énormément de thrillers, elle m'a dit tu vas voir c'est sympa, mais et je m'étais dit bon bah je vais quand même le lire, j'avais vu des très très bons avis, franchement des coups de cœur dessus. Et franchement j'ai passé un bon moment, je l'ai lu assez rapidement, franchement il fait même pas 300 pages, il paraît gros mais il fait même pas 300 pages. Et franchement il se lit très facilement, mais il se lit comme un téléfilm, du lundi après-midi, un peu suspense se lirait. Voilà, c'est pas exceptionnel. J'ai beaucoup aimé quand même la plume de Laure Rollier, donc j'ai très envie de lire le River quelque chose là. Pas son dernier, je sais pas si son dernier est sorti, mais celui qui vient de sortir en poche, puisque celui-là a vraiment eu des très très bons avis dessus. J'ai bien aimé la plume parce qu'elle était fluide, etc. Mais je trouvais pas que l'histoire était rocambolesque. Ça serait bien de me... On pourrait me mettre un petit défi pour des mots qu'il faut que je sorte comme ça dans des vidéos, parce que franchement des fois j'en sors, je sais pas d'où ça sort. Vraiment rocambolesque. Je pensais pas le dire dans une vidéo. Avec ma petite Sandra, on a enfin lu le dernier tome des dernières heures. Donc là c'est Chain of Thorn, donc la chaîne d'épines. Donc là je l'ai dans une très très belle édition Illumicrate je crois, puisque j'avais déjà le premier tome comme ça. D'ailleurs si vous avez le deuxième tome comme ça et que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me le dire parce que je le cherche à un prix raisonnable. Mais celui-ci était à un prix très raisonnable. Donc je l'ai pris. On a un peu tardé pour terminer cette saga, pour lire cette saga à chaque fois. Autant certaines sagas, on les enchaînait tous les mois. Là on a pris un peu plus notre temps. Et du coup on a enfin cette conclusion. Donc Sandra c'était une relecture, moi c'était ma première lecture. Et j'ai adoré ce roman, je l'ai préféré au deuxième tome parce que je trouvais qu'il se passait plus de choses. Même si... donc dans cet univers, vous connaissez les Shadowhunter Chronicles, j'ai déjà parlé de la saga des dernières heures puisqu'on va suivre les enfants de ce qui se passe dans les origines, The Mortal Instrument
origines. Et donc là on est dans une ère un peu victorienne où il se passe rien depuis justement les combats avec leurs parents. Et d'un coup bah en fait il y a des démons qui vont frapper un peu partout et on va beaucoup suivre certains enfants, puisque ils ont un lien tout particulier avec un grand démon qui fait partie de leur famille et qui veut un peu la destruction de tout et le retour des démons dans la vie active. Voilà, et donc là on est sur une grosse bande de potes, de cousins, d'amis, de frères et sœurs, de parabatailles, de meilleurs amis, de ceci, de cela. Et j'avais beaucoup aimé la façon dont s'était terminé le tome 2 et j'avais hâte d'avoir la suite et la conclusion. Et j'ai beaucoup aimé cette conclusion, même si elle m'a fait mal au cœur pour certaines choses. Sandra disait que c'était le tome qu'elle avait le moins aimé parce que en fait tout tournait un peu en rond à cause de seulement des non-dits. Je suis d'accord avec elle, mais c'est vrai que je trouve qu'il se passe quand même beaucoup plus de choses que dans le deuxième tome où là voilà, on pose beaucoup de bases et il y a encore beaucoup de non-dits. En fait dans cette saga il y a énormément de non-dits et on a l'impression que si c'était dit les trucs dès le début bah on n'aurait pas eu autant de tomes. Mais bah, c'est ce qui fait un petit peu le charme aussi et franchement moi j'ai adoré, j'aime beaucoup cette bande de potes justement, ils ont chacun un caractère différent, une émotion différente, ils apportent chacun quelque chose de différent et ils se complètent tous parfaitement. Il y en a qu'on déteste, il y a des personnages là-dedans mais qu'on déteste à un point pas possible. Mais il y a des choses où on comprend un peu plus, où on a envie de donner notre pardon, etc. Même si je crois que Sandra ne donnera jamais son pardon à cette personne. Mais franchement, ouais, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une très très bonne conclusion. J'ai hâte de pouvoir continuer, continuer cet univers. C'est un univers que j'aime énormément. Mais bah, il reste une trilogie qui n'est pas encore sortie et il y a 2 tomes sur Magnus et Alec donc que je vais lire, mais c'est pas les tomes qui me transcendent au maximum. Mais franchement cette saga est vraiment chouette. On a vraiment les habits d'époque, on est à Londres dans une ère début 1900 je crois, et franchement je trouve ça trop chouette, j'aime trop, j'imagine parfaitement les décors, les habits des personnages et puis leur relation entre eux est vraiment chouette et voilà, j'ai que ça à dire franchement si vous avez jamais lu, mais dans tous les cas je vous ai déjà parlé de cet univers, j'en ai fait une vidéo complète, je vous ai déjà parlé de cette saga et franchement je trouve que la conclusion est très très bonne. Et je suis sur le point de vous montrer mon premier coup de cœur de l'année, à savoir ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiesmann, que j'ai laissé traîner quasiment 2 ans dans ma pile à lire et franchement je l'ai dévoré, il m'a bouleversé ce livre. Vraiment, il m'a complètement chamboulée. Si vous avez lu ou regardé Le Bal des Folles, on est sur la même histoire. Mais écrit 5-6 ans avant, aux États-Unis. Hélène Marie Wiesmann a écrit ce roman en 2014, même s'il a été traduit un peu plus tard. Il a été écrit en 2014, donc avant Le Bal des Folles. Et ça se passe aux États-Unis, bien sûr. On est sur une double temporalité. D'abord en 1929, où Clara est issue d'une famille assez aisée, avec des parents très aisés, et elle va tomber complètement sous le charme, elle a 18 ans, elle va tomber complètement sous le charme d'un jeune Italien qui vient à peine d'arriver, qui a pas le sou, qui essaye de vivre le rêve américain, même si je sais pas si à cette époque-là on avait vraiment un rêve américain, mais bref, qui veut pour gagner de l'argent, pour qui veut bien. Et donc c'est un gros coup de cœur qui se passe, un gros coup de foudre qui se passe entre les deux, sauf que ses parents ne sont pas d'accord et donc ils vont vouloir la marier de force avec un autre jeune homme qu'elle ne veut pas du tout épouser puisqu'elle est amoureuse, et comme elle refuse, elle va être envoyée en asile psychiatrique.
Elle va être enfermée, complètement. Enfermée en asile psychiatrique. Elle clame le fait qu'elle n'a aucun trouble psychiatrique, qu'elle est enceinte en plus, que tout est affabulation, qu'on les a envoyés là parce qu'elle n'a pas obéi, voilà, et des choses comme ça. Et on va la traiter de folle toute sa vie, en fait. On va lui dire que la preuve qu'elle est bien folle, c'est que elle dit qu'elle est enceinte alors que c'est pas vrai, que le jeune homme qu'elle croit aimer n'existe pas. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Et on va suivre en 1995 Izzy, qui est une jeune orpheline entre guillemets, puisque sa mère est en prison pour avoir tué son père. Donc elle va de famille d'accueil en famille d'accueil. Et là, la dernière famille d'accueil qui la reçoit à un musée, et donc ils vont fouiller dans un asile et récupérer des documents pour justement et des objets pour leur musée. Et elle va tomber sur le dossier de Clara et elle va se prendre, et même sur le journal je crois de Clara, et elle va se prendre pour passion et pour objectif de savoir ce qui s'est passé. Elle arrive en plus dans un nouveau lycée, elle a tous les problèmes de lycéens de nouveaux qui se font embêter, se font harceler, qui sont un peu trop voyants. Vous savez, les nouveaux élèves qui sont un peu trop voyants, et du coup les personnes qui sont là en place depuis un moment, ils n'aiment pas forcément ça et ils se sentent un peu menacés. Et en fait c'est ce qui se passe, et donc on va avoir cette enquête, on va suivre en même temps le quotidien de Clara, et franchement il m'a brisé le cœur ce roman. C'est le deuxième roman d'Hélène Marie Wiseman que je lis, et c'est le deuxième coup de cœur que je lis. On a toujours des personnages hyper forts, qui leur arrivent des grosses misères, et qui leur arrivent des choses mais vraiment qu'on n'imagine même pas, on pourrait même pas imaginer qu'il se passe ça. En plus, Clara au départ est dans un institut assez bourge, sauf que 1929 aux États-Unis il y a le krach boursier, et donc elle va se retrouver dans un asile un peu miteux, pas payé par ses parents ni rien, et vraiment ça fait vraiment mal au cœur. En plus on sait comment cet asile est devenu à la suite, ce qui s'est passé, donc on a un peu peur pour nos personnages, pour notre personnage en tout cas. Et franchement, ouais, si vous hésitez à lire, si vous avez aimé Le Bal des Folles, je vous recommande à 1000 fois. Mais vraiment, moi j'ai pas lu Le Bal des Folles, mais j'ai vu l'adaptation sur Prime. Et franchement, au début, j'étais là, mais c'est du copier-coller, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression de lire Le Bal des Folles. Là, vraiment, j'ai vraiment l'impression de ça. Et j'ai regardé les dates, et c'est vrai que je me suis dit, c'est elle qui l'a écrit d'abord, donc tu vois, j'avais l'impression d'avoir un peu du plagiat et tout, mais je m'étais dit, ouf. Après c'est peut-être pas du plagiat, ou c'est peut-être pas du copier-coller, ou je pense pas, parce qu'il s'est passé les mêmes choses aux États-Unis comme il s'est passé à La Pitié en France. Et je pense que les deux autrices ont voulu raconter des histoires qui se sont réellement passées, avec des faits réels, etc., sans savoir que l'autre avait écrit sur la même chose. Enfin en tout cas sans savoir, pour la version française, sans savoir qu'une américaine avait écrit la même chose. Mais c'est vrai que c'était assez troublant. On a vraiment les mêmes codes dans les deux romans, dans les deux histoires, de cette femme qui est un petit peu différente, qui se rebelle un petit peu contre ça, et du coup la famille l'enferme. Alors même si c'est pas les mêmes troubles au début, mais elles subissent les mêmes sévices, elles subissent les bains glacés, pas mal de choses, et franchement j'avais vraiment l'impression de lire Le Bal des Folles et de lire le film que j'avais vu. Et ça m'a un peu perturbée, mais cette double narration, et puis la plume d'Hélène Marie Wiseman est vraiment exceptionnelle, et franchement d'avoir cette double temporalité, j'ai adoré, et franchement je vous le recommande à 1000%, c'est une autrice que je vous recommande à 1000%, et du coup c'est pour ça j'ai envie de lire tous ces romans, et donc je me suis procuré le seul roman que je n'avais pas en occasion, mais je me le suis procuré. Donc voilà, j'ai envie de lire un autre roman d'elle. Je l'ai fini de toute façon, j'avais envie de lire un autre roman d'elle. Je me suis dit, c'est peut-être un peu too much, tu risques de pas savourer ta lecture, donc calme. Mais je pense que les autres ne tarderont pas à passer à la trappe. J'ai terminé la saga des 7 sœurs, donc là c'est Atlas, l'histoire de Passault.
écrit par Lucinda Riley, mais également surtout écrit par son fils Harry Whittaker, puisque Lucinda Riley avait déjà fait des ébauches de textes, d'histoires, d'idées dessus, mais elle n'a pas eu le temps de le lire, et du coup c'est son fils qui lui a promis de terminer les 7 sœurs. Et donc on est sur un énorme pavé, et on a cette fois l'histoire de Passault, à savoir le père des filles, et savoir ce qui a amené toute cette saga. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça avait été fait de façon hyper intelligente. Dans la saga des 7 sœurs, on suit justement Passault qui est un riche vieux monsieur qui habite en Suisse, puisque quand on est au tout début du premier tome, il a 91 ans je crois, et du jour au lendemain on apprend qu'il décède, et il va donner des indices à tous ses enfants, et du coup il a adopté 6 filles aux 4 coins de la Terre et leur a donné le nom de la constellation des 7 sœurs. Et du coup au moment de sa mort justement il va donner des indices à toutes ces filles sur comment retrouver leurs origines, d'où elles viennent, etc. Et du coup voilà, c'est l'histoire des 7 sœurs, et ensuite on va suivre sur chaque tome une des sœurs, sachant qu'elles sont que 6. C'est les 7 sœurs, elles sont quand même 7 sœurs au final. Et donc là on va suivre l'histoire de leur père, l'histoire de Passault, qu'est-ce qui a amené à toutes ces adoptions, qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur disparue, etc. Et franchement, c'était trop cool. Franchement c'était trop bien. En fait ce tome relie tous les points, parce que en fait quand on les lit séparément, on a l'impression qu'il n'y a pas de suite logique à l'adoption de ces filles, que ça suit zéro logique. Et en fait quand on lit ça, en fait quand on commence à lire, on a toute son enfance, sa jeunesse, etc. Et on commence à relier les points avec les autres en disant ah mais ça, ah mais ça, ah mais ça. Et c'est pendant tout ce tome là, c'est ça. Et du coup sur la fin, tout se remet exactement comme il faut. Il y a beaucoup de choses que j'avais... Enfin il y a une chose grandement principale que j'avais vu venir, et j'en étais persuadée que ça allait se passer comme ça. Mais je l'ai trouvé parfait comme conclusion. Je trouvais qu'il reliait parfaitement les 7 filles entre elles, il reliait parfaitement les 7 tomes entre eux, les 6 adoptions, la disparition de la première, etc. Et franchement, je trouve que ça a été un très très beau travail. Alors, j'ai pas aimé tous les tomes des 7 sœurs, il y en a que j'ai plus préféré que d'autres. On revoit toutes les filles avec un peu tout ce qu'elles sont devenues, puisque un an après le décès, elles décident de mettre une couronne là où il a été immergé en mer. Parce que oui, elles n'ont pas vu le corps. Quand elles apprennent qu'il est décédé, il a déjà été mis en mer, parce que c'est un grand navigateur, il adorait être sur ses bateaux, etc. Et ouais, donc on va suivre ce petit garçon qui... parlait pas, qui est issu d'une famille qui a dû s'enfuir, qui a dû être réfugié, qui... Voilà, il lui est arrivé plein de trucs à ce jeune garçon, et franchement, ouais, c'était trop chouette, j'ai adoré, je suis trop contente de l'avoir découvert. Franchement, les 7 sœurs, pour moi, c'est une saga à découvrir, même s'il faut pas vous attendre à aimer tous les romans, mais franchement, rien que pour cette conclusion était parfaite pour moi. Même si des fois c'était un peu gros en disant bon, ils ont vraiment voulu tout recoller pour que ça, ceci, cela, mais je trouve que ça a été hyper bien fait. J'ai ensuite lu, mais là j'ai que le premier tome en ma possession, le deuxième je ne l'ai pas. Le premier tome c'était un cadeau de ma petite Sandra. J'ai lu la duologie donc de Lune et de Sang de Erin Beatty. J'avais déjà lu la saga de la couleur du mensonge de Erin Beatty, et que j'avais adoré. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que mon exemplaire de livre est abîmé. Je sais pas si ça va se voir, mais il est complètement abîmé, mais bon c'est pas grave. Et du coup ma petite Sandra, il y a un mois et demi, m'a offert ce premier tome de saga de sa nouvelle duologie, hein. Les 2 tomes sont déjà sortis, donc j'avais un petit peu traîné, mais je l'avais mis dans ma wishlist, et comme elle avait déjà lu ce premier tome, elle avait aussi adoré La couleur du mensonge, elle s'est dit que ça allait grandement me plaire, et j'ai beaucoup aimé, puisque j'ai enchaîné les 2 tomes.
J'ai enchaîné les 2 tomes aussi parce que j'avais peur de perdre quelques informations, de pas avoir tous les tenants et les aboutissants et de décrocher un petit peu pour le tome 2. Et donc je me suis dit bon allez, t'as bien aimé cette lecture, t'as beaucoup aimé cette lecture, vas-y fonce. Et pourtant le début était un petit peu compliqué, comme un peu La couleur du mensonge, le début était un petit peu compliqué. Mais j'ai jamais trop voulu l'abandonner. On va suivre Catherine qui est une jeune orpheline et qui va être l'assistante du grand architecte du Sanctum. Bref, voilà. Il y a une construction et elle va, en plus elle est très acrobate et donc elle va monter sur les échafaudages pour voir s'ils sont bien sûrs. Enfin bref, il va se passer beaucoup de choses et elle va avoir pas mal de missions un peu de grimper partout, etc. Et un jour, elle va être témoin, elle va tomber, avoir une vision d'une jeune femme qui meurt et qui se fait assassiner. Et donc, elle va être appelée au départ comme témoin et en fait, ils vont lui demander son aide pour l'enquête du meurtre d'une jeune femme. Une jeune femme qui vient du monde des prostituées. Et il y a pas mal de meurtres qui s'enchaînent, qui ont le même mode opératoire, et donc Catherine va être d'une grande aide. Elle va aider Simon qui est en charge de l'enquête, et dans cet univers on a 2 types de personnes, un qui tire ses pouvoirs de la lune et des pierres, et l'autre qui eux craignent un peu le soleil, ils aiment pas trop, enfin bref voilà, et d'autres complètement humains qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de sensibilité au soleil, mais qui n'ont aucun pouvoir vis-à-vis de la lune non plus. Et donc on va avoir tout un thriller autour d'une fantasy. Voilà, on a un bon mélange de thriller et de fantasy. Là on est un peu sur, c'est pas du young adulte mais c'est pas de l'adulte non plus, pour moi c'est du new adult. C'est un bon mélange entre les deux puisque les crimes sont assez sanglants par moments et voilà, mais c'est pas non plus c'est pas quelque chose non plus de très poussé, enfin voilà, on est chez Lumen quand même, mais je trouve que à chaque fois Erin Beatty crée des mondes hyper bien construits, hyper riches, avec un système de magie particulier. Là vraiment tout est bien calculé. Il y a de la magie qui avec une pierre et à travers le sang, pas à travers on peut lire des émotions, on peut récupérer des souvenirs, enfin bref, il y a pas mal de choses et je trouve que dans ce premier tome ça vient petit à petit, on a la compréhension petit à petit, et dans le 2e tome donc on a la résolution de l'enquête à la fin du 1er tome, sauf qu'à un moment donné les personnages doivent s'enfuir et vont aller à Londonium, donc je pense un peu plus la capitale, et Catherine va décider d'intégrer l'académie de médecine puisque elle est éligible à ça, et encore dans Londonium il va y avoir de nouveaux meurtres, et donc Simon va être plus ou moins appelé parce que comme il a déjà des capacités, enfin comme il a déjà aidé à enquêter et voilà, il a des habilitations pour ça, il va être appelé par les shérifs là-bas, les commandants là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, bref, les policiers là-bas, donc elle va aider. Elle va aussi devoir apprendre beaucoup sur elle-même, sur le système de magie qu'il y a justement à travers la lune, les pierres, etc. Et on a un peu plus cette découverte de magie profonde et de tout ce que ça implique dans le 2e tome. Erin Beatty, elle aime beaucoup aussi faire plein d'intrigues de pouvoir, d'intrigues de clans, de batailles entre deux populations différentes, et là c'est le cas. C'est une romantésie, voilà, on a pas mal, la romance est très présente quand même. Mais elle est bien dosée, on n'a pas de scène de smut ni rien, mais je trouve que elle dessert pas le propos de l'histoire et elle dessert pas la fantaisie, et je trouve que tout est très bien dosé, et moi j'aime beaucoup cette autrice et ça me conforte dans l'idée, et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir partout ailleurs. Je veux pas finir sur une note négative, du coup j'ai lu Nuke de Momalo, donc on va suivre, c'est le 3e tome de la saga de Ranak Andriensen. Donc là on est au Groenland. Dans cette saga on est déjà au Groenland, on a un jeune homme, Ranak, enfin un jeune homme,
plus si jeune que ça, mais Ranak qui est envoyé au Groenland pour enquêter sur, enfin qui vient du Danemark, qui est envoyé pour enquêter sur une série de meurtres dans le premier tome. Et donc il va se rendre compte que lui il vient du Danemark et qu'il a tout un passé à ce niveau là, puisque c'est un jeune, enfin puisqu'il a été adopté. Et donc il va en découvrir plus sur son histoire, en tout cas sur les tomes 1 et 2. Et donc dans cette histoire, il se remet un petit peu difficilement de la fin du tome 2, de ce qui s'est passé dans le tome 2. Et donc il va être un petit peu écarté des enquêtes. On va lui dire de faire un peu le tour du Groenland pour diverses raisons, mais de pas trop aller vers les enquêtes, sauf que déjà ils reçoivent des bouts de membres humains par la poste, vraiment des colis de membres humains, et ils vont trouver aussi une jeune femme qui va se suicider et qui va avoir des tatouages hyper bizarres, un peu faits de façon chamanique, c'est-à-dire que c'est des tatouages un peu tissés dans la peau, enfin avec du fil, enfin j'ai pas tout compris, mais voilà un peu l'histoire. Et donc il va s'engouffrer dans une nouvelle enquête abracadabrantesque, nouveau mot. Et du coup voilà, c'est vrai que le premier tome j'ai eu un peu de mal, je trouvais ça un peu long, lent, je suis pas méga fan de la plume de Momalo. Le deuxième tome j'avais beaucoup aimé par contre, et là celui-là je l'ai lu en audio et ça l'a pas trop fait. Franchement il y a eu un moment donné où je m'ennuyais, où j'avais du mal à retenir l'histoire, où ça me faisait... J'avais pas envie de savoir comment ça allait se passer, j'étais pas en train de me faire tous mes raisonnements de non mais c'est ça. Enfin c'est un thriller, donc normalement on se triture un peu les ménages, on se demande qui est-ce qui a fait le coup, qui est-ce qui a l'auteur de ça, patati patata. Et là pas du tout. Ça a pas du tout été mon cas, et du coup ça montre un peu l'engouement que j'ai eu pour ce thriller. Donc voilà, c'est pour ça que je décide d'arrêter cette saga. Je ne relirai pas de Momalo, puisqu'en plus je m'en suis rendu compte que Momalo, je l'avais déjà rencontré, enfin je l'avais déjà lu sous une autre plume, sous un autre nom de plume, puisque c'était l'auteur d'une saga qui se passait en Italie chez Charleston, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, je crois que c'est Emma Mars, l'auteur Rhys qui l'a écrit, et j'avais abandonné rapidement. Et en fait c'est genre le thriller scandinave, enfin nordique, hyper lent, ou même quand il se passe quelque chose, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Ce que j'aimais bien c'était le côté un peu inuit, la différence entre les citadins et les inuits, et ceux qui sont arrivés sur cette île, alors que ceux qui ont toujours vécu avec toutes les coutumes, tous les rites, franchement c'est le côté que j'aimais bien. Et là franchement ça m'a pas convaincue, du coup je vais arrêter. Voilà, je vais pas aller plus loin dans cette saga. Et le dernier livre, je l'ai lu en lecture commune sur le Discord de Émilie, de la bibliothèque d'Emilia, puisque elle s'est mise en challenge de lire un Hurlevent par mois, puisqu'elle en a beaucoup dans sa pile à lire. Et le premier, j'étais très contente puisque j'étais censée le lire en décembre, et donc là j'avais décalé pour janvier, et c'est le premier qu'elle voulait lire. Donc il s'agit de La prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, donc aux éditions Hurlevent, et franchement j'ai adoré cette histoire. On va être sur une réécriture un peu de l'histoire des Romanov, avec Rasputin, avec tout ce qui s'est passé. En fait dans cette histoire on suit Catherine, qui est une jeune femme de la cour de Buckingham, qui est une des petites filles de la reine Victoria, je crois. Bref, qui est une des descendantes de la reine Victoria, et donc elle va demander d'aller à la cour russe pour aller voir justement ses cousins-cousines et les découvrir, et elle va se prendre d'affection pour cette famille-là, pour ses coutumes, et elle va trouver que c'est un bon moyen aussi de fuir son mari qui est pas très sympathique, disons-le, il est pas très sympa, mais et du coup elle va passer de plus en plus de temps à Saint-Pétersbourg et autres, et elle va beaucoup se lier d'amitié avec Olga, qui est une des sœurs de Anastasia, et on va avoir en fond, et elle va voir de son œil d'anglaise
toute l'histoire des Romanov qui a des vrais faits réels là-dedans, et c'est ça ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va mélanger quelque chose d'un peu romancé avec des réels faits, donc l'influence de Raspoutine, la guerre, comment il a été destitué le père Romanov, enfin bref, jusqu'à la nuit fatale pour cette famille-là. Mais j'ai beaucoup aimé parce que du coup on a l'œil de Catherine qui est complètement extérieur à toute la Russie et qui a vraiment cet œil de je suis britannique et voilà comment ça se passe en Angleterre, et voilà, mais à l'intérieur quand même du palais. On a aussi les côtés un peu, on suit la servante justement enfin la femme de chambre de Catherine, qui elle va avoir un peu plus l'écho des ouvriers et du personnel du palais, donc un peu plus la voix du peuple, et donc on a toute cette montée et cette dénonciation de l'autocratie qui étaient les Romanov, et jusqu'à la descente, jusqu'à ce qu'ils sont persuadés de faire, jusqu'à l'arrivée de la guerre, et enfin, bref, il y a plein d'éléments, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puisque vraiment on a un côté très romancé, on a une petite romance aussi, enfin on a des petites romances aussi, mais on a des faits très réels, et si on veut en savoir plus justement sur l'histoire des Romanov et sur l'histoire d'Anastasia, de Olga, etc., je vous conseille de lire ce roman. Chanel Malka, elle est historienne je crois, de premier métier, et on sent vraiment ce côté très historique et très réel, où on a même le meurtre de Raspoutine, comment ça s'est passé, et moi j'ai fait des recherches justement après, et il y avait bien marqué que ça s'était passé comme ça, que, enfin voilà, il y a vraiment des faits réels dedans, mais voilà, il y a beaucoup de surprises, voilà. On s'attend à des choses, on fait des plans sur la comète, et franchement on est un peu choqué par moments, il y a des trahisons qu'on ne voit pas arriver, et qui m'ont ouais, vraiment choqué, mais franchement j'ai adoré, j'ai eu un peu de mal au début à me mettre dedans, mais une fois que j'étais vraiment à fond dedans, je pense passer les 20%, j'étais vraiment à fond dedans, et j'avais envie de continuer. Donc j'ai toujours La Duchesse de Buckingham à lire, mais je crois que je vais attendre justement la bibliothèque d'Emilia qui doit le lire au mois de mai, donc je vais attendre à ce moment-là. Mais du coup j'ai hâte de découvrir l'histoire qui se passe cette fois-ci plus à l'ère victorienne à Buckingham, et j'espère avoir justement ce mélange entre romancé et romantisé, et ce côté fait très réel. Donc voilà pour celui-là, en tout cas très bonne lecture si vous aimez Anastasia, le dessin animé, si vous êtes passionné par les Romanov ou que vous voulez en savoir plus, je vous le recommande. Donc voilà pour cette longue vidéo, je suis désolée, vraiment elle aurait été hyper longue. Si vous êtes encore là, vous êtes des warriors, vraiment merci du fond du cœur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois de janvier, à me dire si vous avez passé des bonnes lectures, à me mettre un petit emoji si vous êtes trop timide. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!